Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, nous vous remercions de votre présence à l'occasion de cette webconférence intitulée Face aux besoins du proche aidé, comment se préserver. Je me présente également, je suis Bruno Herry, président de la Mutualité française de Bourgogne-Franche-Comté. Cette Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté représente les structures mutualistes dans toute leur diversité, que ce soit des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, mais aussi les gestionnaires d'établissements petite enfance, les gestionnaires d'établissements de personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, ce que tout le monde connaît également, à savoir les centres dentaires, mais également les centres spécialisés en audition et optique. Nous nous concevons donc, vous l'avez compris, comme un acteur global de santé. Une des missions majeures, bien évidemment, de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté est de déployer des actions de prévention en santé, et ce sur l'ensemble de notre territoire, au plus près des besoins de la population, avec une démarche, j'allais dire, de parcours de vie, qu'il s'agisse de la santé des seniors et du grand âge, de la santé des actifs, de la santé enfant-jeunesse ou encore de la santé environnementale. Nous sommes présents également sur la thématique de la santé des aidants, sujet que nous abordons aujourd'hui ensemble. Alors, lorsque l'on parle de la santé des aidants, encore faut-il définir ce que sont les aidants. Ce sont des personnes qui viennent en aide de manière régulière, et ce à titre non professionnel, auprès d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, du fait de la maladie ou encore d'un handicap, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. À ce jour, ils sont plus de 11 millions de personnes en France, soit un Français sur 6, et cet accompagnement est un engagement lourd qui transforme radicalement le quotidien des aidants, car il est source de stress, de fatigue ou encore d'isolement. L'impact engendré par le fait d'être aidant a été identifié comme facteur de stress, d'anxiété, avec sommeil perturbé, douleurs physiques comme les maux de dos. On le voit, les aidants constatent un impact réel sur leur morale et subissent des effets sur leur propre santé. Mieux les accompagner est donc un véritable enjeu de santé publique. Et il est très important et parfois même vital de se préserver et de prendre soin de soi de manière régulière dès que l'on devient aidant de proche. Ne pas surestimer ses forces. Pour cela, il est nécessaire de se faire accompagner, conseiller, aider et de s'imposer également, si possible, des moments de répit. C'est bien en direction des aidants que la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté a développé un assistant virtuel d'accompagnement des proches aidants dénommé MICA. Alors, sous cet acronyme MICA, en réalité, se cachent simplement mes infos et conseils d'aidants. Et cet assistant virtuel, je vous invite à le retrouver sur le site qui sera d'ailleurs inscrit en même temps sur le fil conversationnel, sur le site www.mica-aidant.fr. Cet assistant répond à vos questions 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous proposant de faire un point sur votre situation en tant qu'aidant, mais aussi de vous apporter toute information utile et de vous orienter au besoin vers des dispositifs de répit proches de chez vous. Ils mettent aussi à votre disposition des exercices d'activité physique adaptés, des séances de relaxation ou encore de gestion des émotions. Cet outil à votre service a été créé bien évidemment avec le service de nombreux partenaires et je voudrais les citer car ils ont été essentiels à la mise en place de nos actions. Ce sont les conférences des financeurs des départements, le conseil régional, Apivia Massive Mutuelle ainsi que l'Agence régionale de santé. Nos partenaires plus opérationnels également que sont les plateformes de répit de Bourgogne-Franche-Comté et en particulier le réseau RESEDA, un réseau de maladies neuroévolutives de Bourgogne-Franche-Comté, bien d'autres partenaires encore que je ne peux citer là. Je vais maintenant remercier bien évidemment nos deux intervenants qui ont répondu présents pour rythmer cette conférence et également apporter leur savoir sur les problématiques identifiées et y apporter, je le souhaite, également des solutions. J'ai ainsi le plaisir de vous présenter Madame Laetitia Laubrunner. Laetitia est sophrologue psychocomportementale avec un diplôme évidemment reconnu d'État. Elle est formatrice professionnelle, praticienne en massage Ama assis ainsi qu'en relaxation coréenne. Mais je pense qu'elle aura l'occasion de vous l'expliquer plus avant.
Et notre deuxième intervenant que je tiens à saluer, c'est M. Olivier Tissot, qui est déjà, je veux dire, pharmacien d'officine, c'est son cœur de métier. Je pense qu'aujourd'hui, il est fort occupé sur le champ de la vaccination. Il est également responsable pédagogique du diplôme universitaire d'aromathérapie de Dijon et enseignant vacataire à la faculté de pharmacie de Dijon. Donc, je vais dès à présent laisser la parole à Olivier Tissot qui abordera en 45 minutes les points suivants. Comment garder une bonne immunité, donner également des repères pour limiter les douleurs et les inflammations afin de garder une bonne mobilité et limiter les chutes. Et bien évidemment, faisant écho à ce que je viens de relater, des recommandations sur les plantes et huiles qui favorisent une bonne récupération de l'organisme. Cette intervention sera suivie par l'intervention donc de Mme Laubrunner qui enchaînera pour vous présenter des exercices de relaxation dynamique, relaxation passive, bulle de protection, et ce, pendant une vingtaine de minutes. Alors, bien évidemment, le temps nous est compté et vous aurez l'occasion donc de poser vos questions, non pas directement, je vous prie de m'en excuser, mais vous pourrez tout à fait poser ces questions donc à Corinne Maxel, qui est donc au sein de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, et dont vous allez voir l'adresse courriel inscrire également sur le fil de conversation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Olivier Tissot. Merci beaucoup, M. Herry. Eh ben, tout d'abord, merci de cette invitation pour cette conférence. C'est toujours un plaisir de pouvoir communiquer, même si c'est à distance. Donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de communiquer sur une rubrique qui s'appelle « Prendre soin de soi autrement ». Et c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on a vu avec M. Herry toute l'importance de l'aidant dans le suivi des patients. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit survol sur quelques pathologies, douleurs et inflammations, immunité et gestion du stress. Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que souvent on est victime malheureusement des douleurs et de l'inflammation, on est victime du stress, on a une immunité qui est souvent en berne, et surtout en cette période, on peut subir toutes les attaques bactériennes et virales qui sont d'actualité. Mais il faut savoir qu'on peut être acteur de sa santé, et ça c'est la première chose à faire. Mais il faut se donner les moyens et connaître les ficelles pour être justement acteur de sa santé. Alors déjà, dans un premier temps, on va pouvoir dire les douleurs et l'inflammation, mais comment on peut améliorer les douleurs? Eh bien, c'est simple, on va déjà voir que l'exercice peut améliorer la douleur. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être aussi quelque chose de bloquant, parce qu'on va me dire, mais ce n'est pas évident, moi, je ne peux pas marcher, donc comment est-ce que je peux faire? L'alimentation, les plantes médicinales, mais aussi la gestion du stress. Alors, souvent, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a une corrélation entre douleur, inflammation et stress? Eh bien oui. On va le voir que généralement, la douleur peut engendrer du stress, parce que quand on est tout le temps douloureux, eh bien, on peut être stressé, mais on verra aussi que le stress peut entraîner de l'inflammation et des douleurs. Donc, dans un premier temps, voyons ce que l'exercice peut amener. Alors, l'exercice, eh bien, il va pouvoir amener au niveau de la douleur et de l'inflammation, eh bien, limiter la prise de poids. Ce qu'on fait quand on a une prise de poids importante, eh bien, on va avoir un cercle d'exercice qui va être beaucoup plus réduit, on pourra moins marcher, etc. Donc, surveiller son poids, c'est déjà primordial. On sait que l'exercice va pouvoir limiter aussi ce que l'on appelle les maladies métaboliques. Les maladies métaboliques, ce sont tout un ensemble de pathologies qui peuvent intervenir lorsque l'organisme va quelque part se dérégler. C'est-à-dire que lorsqu'on malmène son organisme et qu'il subit une acidose, une microacidose métabolique, vous verrez exactement ce qu'il en est, eh bien on peut avoir des désordres qui peuvent toucher pas mal d'organes, que ce soit l'appareil cardiovasculaire, mais aussi le pancréas, avec le problème de diabète qui peut être sous-jacent. Donc, c'est important de bien maîtriser, justement, de bien faire de l'exercice, parce que la base pour une diminution d'un diabète qui va être limite, on va dire, c'est déjà l'exercice. Et l'exercice va agir aussi sur le stress. Alors, vous voyez sur la partie gauche les deux personnes qui marchent, mais vous voyez aussi des personnes qui s'étirent.
aussi juste à côté. Alors, l'étirement, c'est quelque chose de fondamental. C'est vrai que lorsque l'on démarre une journée, l'étirement est quelque chose d'important. Bien pourquoi? Parce que déjà, on va pouvoir, grâce à l'étirement, quelque part, dérouiller un petit peu l'organisme. On va pouvoir avoir une capacité respiratoire qui va s'améliorer. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque l'on fait des étirements, alors le type d'étirement que l'on peut faire, hein, ce n'est pas la peine de vouloir faire des choses qui n'arrivent pas à faire, mais lorsque l'on fait des étirements, on donne quelque part, via des récepteurs que l'on appelle dans l'organisme, on va euh, dire à l'organisme, lui donner des ordres, non consciemment, on va dire, de faire diminuer la tension. Et les premiers bienfaits de l'étirement du matin, eh bien, ça agit sur ce qu'on appelle des barorécepteurs, des centres baroréflexes, et quelque part, ça peut apaiser une tension qui peut être un peu trop. Donc, on peut très bien faire des étirements toute la journée, hein, depuis le matin jusqu'au soir, on fait une pause et on s'étire sur son siège, on s'étire debout si on le peut, on fait vraiment les étirements qu'on veut, mais le fait de s'étirer, c'est déjà quelque chose de très important. Au niveau de l'inflammation, donc, on aura dans l'alimentation des choses que l'on va privilégier, des choses que l'on va s'interdire ou vraiment limiter. Les choses à privilégier, eh bien, dans un premier temps, on va pouvoir privilégier tout ce qui est légumes, fruits, de couleur notamment. Alors, lorsqu'on parle de consommation de légumes, on parle généralement d'amélioration de fibres, d'apport de fibres qui vont améliorer le microbiote intestinal, mais il n'y a pas que ça. Les fruits, notamment les fruits de couleur, vont amener des composés naturels que l'on appelle généralement des polyphénols, et ces polyphénols ont un rôle antioxydant. Et ce rôle antioxydant est primordial dans un organisme des fois qui va subir une oxydation qui va être trop rapide. C'est vrai que les cellules ont tendance à vieillir comme il le faut, mais quelquefois, on a des cellules qui vont vieillir un peu plus vite. Et dans ces cas-là, eh on parle de stress oxydatif. Donc, ces légumes et ces fruits peuvent amener une action antioxydante qui est de premier ordre. Les poissons comme maquereaux, sardines seront très intéressants aussi. Ces poissons maquereaux-sardines à consommer le soir, 1 à 2 fois par semaine, peuvent amener des acides gras insaturés qui vont avoir aussi une action pour régénérer un peu l'organisme, pour lui redonner un petit peu de consistance d'énergie dans la nuit. Troisième petite diapo, les condiments. Eh bien, les condiments, ça, c'est quelque chose d'important. Les condiments, il faut vraiment les mettre dans tous les plats. On va limiter le sel, mais on va pouvoir amener des condiments comme du poivre, comme du curcuma, comme du cumin, comme du carvi. Ce sont des antioxydants qui vont être très intéressants aussi pour l'organisme. Bien sûr, de l'hydratation, boire au moins 1 litre d'eau par jour, ça c'est quelque chose d'important. On verra un peu plus tard pourquoi c'est important. Limiter la graisse des viandes grasses, ça c'est important, mais limiter aussi le sucre. Et attention, le sucre, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'aliments, notamment ce que l'on appelle les sucres cachés. Parce que l'apport de sucre, ce n'est pas seulement un carré de sucre qu'on va mettre dans son café. Ça peut être aussi quand on achète une pizza qui va être surgelée, une pizza préfabriquée, on peut avoir l'équivalent de 5 à 6 morceaux de sucre dans cette pizza. Donc, vous voyez que c'est très important de surveiller ces sucres. Et bien sûr, l'abus d'alcool peut être quelque chose qui va être nuisible, notamment dans les douleurs et dans l'inflammation. Les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, c'est un vaste débat parce que souvent, je vois des interdictions de tous les produits laitiers. Moi, je serais moins directif dans cet interdit. Je dirais attention, il faut faire attention de ne pas consommer des produits laitiers qui sont non fermentés, c'est-à-dire du lait cru ou boire des quantités, un bol de lait le matin. Là, c'est quelque chose qui va fermenter dans l'organisme, qui peut amener un peu de microacidose organique. Donc, dans ces cas-là, on va limiter l'apport de lait cru, mais on peut très bien prendre des fromages fermentés ou des yaourts sans aucun souci, parce que c'est bon on a un apport en calcium qui est indéniable et c'est bon aussi pour l'organisme et pour la flore intestinale. Donc, on peut faire ça sans aucun souci, consommation de yaourt éventuellement ou de fromage fermenté. Les plantes et l'inflammation. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet en parlant des plantes. Déjà, un tout petit schéma en haut de cette slide. On voit une petite diapositive, enfin une petite photo colorée avec ce que l'on appelle le pH acido-basique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque l'on est
on est avec un pH qui va être équilibré. Notre milieu ne sera ni dans un milieu acide, ni dans un milieu basique. Et lorsqu'on avance dans l'âge, on a tendance justement à créer de la microacidose de l'organisme. Qu'est-ce qui crée cette microacidose de l'organisme? Ça va être le stress, justement. Ça peut être aussi des polluants atmosphériques, ça peut être pas mal de paramètres qui vont venir, et la consommation d'aliments comme des sodas, comme de l'alcool, comme des sucres, comme des viandes peut-être rouges, ça peut amener un petit peu d'acidose dans l'organisme. Comment limiter cette acidose? On va faire un mélange drainant, c'est-à-dire qu'on va faire une infusion dans laquelle on va mettre environ 25 grammes d'ortie, 25 grammes de frêne, 25 grammes de reine des prés et 25 grammes de cassis. On aura un mélange donc que l'on va avoir à portée de main. Et tous les matins, qu'est-ce que l'on va faire? On va préparer 1 litre d'infusion. Donc, on fait bien chauffer notre eau, on met 2 cuillères à soupe de ce mélange et on fait une infusion d'1 litre que l'on va boire au cours de la journée. Et on fait ça sur une cure d'une 12aine de jours. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de drainer l'organisme et de limiter justement cette microacidose métabolique. Donc ça, ce sont vraiment les 4 plantes qui sont aussi dans nos contrées, qui sont intéressantes pour faire notre drainage comme il le faut. Il y a bien sûr des plantes qui sont intéressantes pour l'inflammation. On peut parler de l'arpagophytum, par exemple, la griffe du diable, qui vient d'Afrique du Sud, qui a une action anti-inflammatoire intéressante, que l'on peut trouver sous forme de gélules, généralement des gélules d'extrait sec. C'est ce qui est le mieux dosé. Vous pouvez trouver dans des pharmacies ou des magasins diététiques. On prendra une posologie généralement de 2 gélules dosées à 300 mg d'extrait sec, environ 3 fois dans la journée. Une épice qui va être aussi intéressante pour son action antioxydante et anti-inflammatoire, le curcuma. Le curcuma se trouve aussi sous forme de gélules, généralement. On l'associe au poivre noir, et cette association est intéressante puisque la pipiritine du poivre noir va améliorer l'assimilation de la curcumine du curcuma. Vous voyez, donc le curcuma associé au poivre noir, là, on aura quelque chose qui va être intéressant parce que ça a une action aussi anti-inflammatoire une action anti-inflammatoire qui est vraiment validée et que l'on retrouve dans pas mal d'articles scientifiques. Donc, curcuma, on peut l'utiliser. 2 autres plantes que l'on utilise aussi sous forme de gélules, mais sous forme d'infusion éventuellement, la reine des prés. La reine des prés, c'est une plante qui a toute une emblème, puisque la reine des prés, son ancien nom latin s'appelait Spirea ulmaria. Spirée peut nous faire penser quelque part à aspirine. Bayer, lors de la découverte de l'aspirine, ils ont pris le nom de la Spirea ulmaria, pour baptiser leur aspirine. Mais pourquoi? Parce que la reine des prés, ou Spirea ulmaria, est très riche en acide salicylique, en salicylate de méthyle, en ester de cet acide, qui a une action anti-inflammatoire très intéressante, proche de l'aspirine. Donc vous voyez que là, c'est un anti-inflammatoire qui va être assez intéressant. Et les feuilles de cassis, elles sont utilisées aussi pour leur action antidouleur, c'est-à-dire qu'on va limiter les douleurs en consommant sous forme de gélule ou sous forme d'infusion ces feuilles de cassis. Donc 4 plantes anti-inflammatoires, enfin 3 anti-inflammatoires et une antidouleur. Et une autre qui est très intéressante pour la reminéralisation, c'est la prêle. Et la prêle, pourquoi? Parce qu'elle est très très riche en silice, et le silicium organique, on sait qu'il a tendance à nourrir le cartilage de manière à essayer de regonfler le cartilage. Alors, si je reviens juste en arrière, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsqu'on est en acidose métabolique et qu'on ne fait pas ces fameux drainages, donc en microacidose métabolique, lui, l'organisme, il va essayer de réfléchir de manière à pouvoir compenser ce trop-plein d'acide. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va puiser dans vos ressources de base. Si vous ne lui apportez pas ce qu'il faut pour le drainer, pour le purifier, si vous n'apportez pas assez d'eau pour diluer tous ces liquides physiologiques, et où c'est qu'il va trouver des bases? Il va en trouver dans les ongles, dans les cheveux et dans les cartilages. Et d'où une exacerbation des cartilages, de l'usure des cartilages, l'importance donc de l'hydratation et de l'apport de prêle pour essayer de regonfler un petit peu ces cartilages. Alors, on a des huiles essentielles aussi qui peuvent nous aider pour lutter contre l'inflammation. Je vous ai isolé 4 huiles essentielles que vous pouvez mettre en mettant 2 gouttes de chaque huile essentielle dans un petit mélange
enfin dans une cuillère à café d'huile végétale. On peut mettre aussi d'huile végétale d'arnica, puisque cette huile végétale d'arnica, elle a une action décontractante musculaire, donc elle peut vraiment être intéressante. Et on va prendre de la gaulterie. La gaulterie, c'est une huile essentielle qui nous vient d'Amérique du Sud, qui est très intéressante puisqu'elle est riche aussi en dérivés proches de l'aspirine, en salicylate de méthyle. Et on sait que généralement, 1 gramme de gaulterie équivaut à peu près à 1,2 g d'aspirine. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est très concentré. On utilisera cette huile essentielle généralement sous les conseils d'un professionnel de la santé parce qu'on ne peut pas les utiliser forcément lorsqu'on a certains médicaments comme le Préviscan ou la Coumadine. Donc on fera un peu attention par rapport à cette utilisation, même en local. On associe cette gaulterie à un eucalyptus, mais ce n'est pas les eucalyptus qu'on utilise en hiver, qui sont les eucalyptus respiratoires. Là, on sera dans un eucalyptus particulier qui est l'eucalyptus citronné, très riche en citronellal et qui a une action anti-inflammatoire intéressante. Troisième huile essentielle, ylang-ylang. Donc, l'huile essentielle d'ylang-ylang, elle va être intéressante. Elle est sédative, mais surtout, elle peut être antidouleur. Et le sapin, qui va être aussi, lui, antidouleur. Donc, ces 4 huiles essentielles, gaulterie, eucalyptus citronné, ylang-ylang, sapin, dans un petit peu d'huile végétale, en massage, en application locale, pour avoir quelque chose de complémentaire à votre traitement antalgique ou pour limiter les douleurs articulaires. L'immunité maintenant. Alors, l'immunité, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, enfin on parle beaucoup de vaccination, mais il faut savoir aussi que la vaccination, c'est quelque chose d'incontournable, mais c'est aussi, on peut aider ces vaccins à marcher en stimulant cette immunité. N'oublions pas que notre immunité, eh bien, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Lorsqu'on est, c'est l'immunité que l'on appelle innée, ou alors cette immunité, elle va être acquise ou adaptative, c'est-à-dire qu'elle va évoluer en fonction des bactéries et des virus que l'on va rencontrer. Alors, dans ces 2 types d'immunité, eh bien, on verra déjà que dans un premier temps, pour l'immunité innée, on aura ce qu'on appelle des macrophages, qui sont un peu des usines, qui vont un peu manger les bactéries et les virus qui se baladent dans notre organisme. Les bactéries dites pathogènes, parce qu'il faut savoir que les bactéries, il faut beaucoup de bactéries dans l'organisme, de bactéries saines pour bien vivre, pour avoir une bonne santé. D'ailleurs, je vous ai mis en haut de cette petite diapositive une petite photo sur le microbiote intestinal, parce qu'il faut savoir que notre flore intestinale et notre paroi intestinale, c'est une des premières barrières contre les agents pathogènes. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir une bonne flore intestinale. Ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Et avoir une bonne flore intestinale, c'est de temps en temps prendre des probiotiques, soulager cette flore, c'est prendre des légumes pour l'apport de fibres. Et c'est vrai que souvent, on se dit, qu'est-ce qui va détruire cette flore intestinale? On me parle souvent d'antibiotiques, mais attention, dans votre alimentation quotidienne, vous avez ce que l'on appelle des conservateurs. Il ne faut pas oublier que ces conservateurs dans les produits finis sont des petites doses d'antibiotiques qu'on va mettre, entre parenthèses, mais qui peuvent mettre à mal votre flore intestinale. Donc là, vous aurez moyen de booster votre flore intestinale avec, je vous dis, des probiotiques qui sont assez intéressants. L'immunité adaptative, c'est celle qui, comme je vous le disais, qui va évoluer en fonction de l'âge, de l'avance dans l'âge, et elle aura différents circuits d'intervention avec ce qu'on appelle notamment des lymphocytes. On pourra voir ça un petit peu plus loin. Alors, cette immunité, comme je vous disais, on peut être acteur de cette immunité. Qu'est-ce qui va pouvoir faire que je suis acteur de mon immunité? Eh bien, limiter son poids. On sait que si on limite son poids, on a une meilleure immunité. Alimentation, exercice, gestion du stress. On le verra en fin de présentation. Le stress peut faire baisser l'immunité. Et bien sûr, quelques plantes et huiles essentielles. Tout d'abord, le surpoids. Alors, on est tous d'accord là-dessus. Immunité surpoids, on sait que lorsqu'on a un surpoids important, eh bien, malheureusement, on est un peu plus vulnérable aux bactéries et virus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a une chute de beaucoup de lymphocytes qu'on appelle qui appartiennent justement à cette immunité adaptative, l'immunité qu'on a en avançant dans l'âge. Eh bien, la résultante de tout ça, c'est une réponse immunitaire qui va être plus faible. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est compliqué à gérer.
Donc, alors, essayons au moins de faire de l'exercice pour essayer de compenser ce petit problème. Et puis, bien sûr, les règles diététiques que l'on peut aussi suivre. L'alimentation et l'immunité. Premièrement, zoom sur les vitamines. Alors, c'est vrai que notre alimentation est riche et variée et elle va nous amener un ensemble de vitamines que l'on retrouve facilement dans l'alimentation. Il y en a peut-être une qui est un peu plus dure à retrouver et assimiler, c'est la vitamine D. Alors, c'est vrai que cette vitamine D, déjà, elle a une particularité, puisque cette vitamine D, eh bien, on peut la sécréter. On peut fabriquer de la vitamine D, encore faut-il qu'on ait un peu de soleil. Et si on n'a pas assez de soleil, bien, on ne fabrique pas assez de vitamine D. Donc, une carence en vitamine D, est-ce que c'est important ou pas pour l'immunité? Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que la vitamine D, elle, augmente l'élimination des pathogènes. On sait qu'elle va être importante pour l'intégrité de la muqueuse intestinale. Donc, vous voyez tout à l'heure, on parlait de la muqueuse intestinale. Eh bien, c'est important d'avoir une bonne intégrité de la muqueuse, une bonne flore intestinale. Donc, la vitamine D joue son rôle. Action sur le système immunitaire inné, celui que l'on a dès la naissance. Action sur le système immunitaire adaptatif que l'on développe au cours de l'âge grâce à l'action sur les lymphocytes Th2. Donc, vous voyez que cette vitamine D est incontournable et en plus, elle peut limiter la prévention d'infections pulmonaires aiguës. Donc déjà, si on prend un complément alimentaire pour l'hiver, incontournable avoir de la vitamine D. Au niveau de l'apport des minéraux. Alors les minéraux, généralement pareil aussi, lorsqu'on a une belle alimentation, une alimentation saine et variée, on aura l'apport des minéraux qu'il nous faut pour lutter contre les problèmes d'infection sans aucun souci. Il y en a peut-être un qui peut nous manquer, c'est le zinc. Et pourquoi le zinc peut nous manquer par rapport à l'alimentation? Eh bien parce que le zinc, on va le trouver notamment dans les crustacés. Alors c'est vrai que nous, surtout en Franche-Comté, ce n'est pas un mets que l'on va consommer tous les jours. Donc, pareil, si on a un complément alimentaire à prendre au cours de l'hiver, eh bien, on va veiller, comme je vous l'ai dit, à son apport en vitamine D, mais on va veiller aussi à son apport en zinc, puisque le zinc va agir sur la thymuline et va provoquer aussi la synthèse des lymphocytes T. Donc, vous voyez que c'est important pour avoir une bonne immunité d'avoir un apport de zinc. L'exercice et l'immunité. Eh bien, c'est vrai que l'exercice va limiter le stress et on sait que le stress, on va le voir, va avoir une action au niveau de l'immunité. Mais on sait aussi que l'exercice et l'immunité, eh bien, faire de l'exercice, ça va augmenter les phagocytes. Donc, les phagocytes, c'est les usines de destruction qu'on retrouve dans l'immunité que l'on a héréditaire depuis la naissance, avec ces cellules tueuses naturelles. Donc, il va déjà augmenter cette action. Et en plus, il va augmenter le taux de lymphocytes. Donc, l'exercice est important parce que le lymphocyte, aussi, c'est notre immunité. Donc, immunité toujours acquise et immunité héréditaire. Donc, sur les deux immunités, notre exercice va agir. Donc, c'est important de toujours faire notre exercice. Les plantes et l'immunité. Eh bien, j'ai isolé 3 plantes que l'on peut utiliser pour stimuler l'immunité. On a déjà, dans un premier temps, l'échinacée. Alors, l'échinacée, c'est Echinacée purpurea. C'est une échinacée, c'est une plante qui n'est pas indigène, qui n'est pas dans nos contrées, je dis bien, qu'on ne va pas voir pousser naturellement, mais qu'on peut retrouver dans certains jardins. Parce que c'est une plante ornementale, donc je pense que certains d'entre vous ont déjà vu cette plante, et c'est vrai qu'elle est assez jolie, on la retrouve pas mal, on trouve pas mal d'échinacées dans les jardins. Celle qui nous intéresse, c'est l'Echinacée purpurea, qui a tendance à stimuler l'immunité, et on va prendre cette échinacée sous forme d'extrait de plantes fraîches. C'est la meilleure galénique que l'on appelle pour avoir la meilleure action. Selon les recommandations de l'ANSES, c'est un organisme qui s'occupe des compléments alimentaires, depuis juillet 2020, en cas de symptômes de Covid, on va arrêter un traitement à l'échinacée. Pourquoi? Parce que comme elle est immunostimulante, elle peut provoquer une immunité qui va un peu flamber et on va arriver à de l'inflammation après avec l'orage cytokinique que l'on appelle dans la Covid. Donc, dans ces cas-là, si on a un symptôme de Covid, on limitera la consommation d'échinacée. On peut consommer aussi du sureau, notamment les baies de sureau, donc le jus de sureau. On sait qu'il est immunostimulant, qu'il va stimuler l'immunité
Et ensuite, le cyprès aussi, qu'on va retrouver sous forme d'extrait de plante fraîche. C'est une plante qui a une action antivirale, qu'on peut retrouver dans certains compléments alimentaires que l'on prend lorsqu'on a un problème viral, mais on peut aussi l'utiliser en prévention pour faire une petite cure avant l'hiver ou en cours d'hiver pour stimuler un peu l'immunité. Donc, généralement, quand on prend des extraits de plantes fraîches de ces 3 produits, on peut avoir même les 3 mélangés, ça peut être intéressant. On peut demander ça à son pharmacien et ça sera généralement une cuillère à café matin et soir dans un petit peu d'eau pendant une douzaine de jours. On fait une cure de 12 jours, ça suffit. Ça permet de stimuler l'immunité comme il le faut. Des huiles essentielles et l'immunité. Eh bien, on a les huiles essentielles, 3 huiles essentielles que j'ai isolées. La première, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radié, qui est une huile essentielle qui va stimuler l'immunité. C'est une huile essentielle d'hiver, qui va être riche en eucalyptol. Cet eucalyptol, c'est un principe actif qui sent vraiment, qui sent certains baumes, on va dire, certains baumes qu'on met sur la poitrine, sans citer de marque. C'est vraiment quelque chose qui dégage bien les bronches, qui va faciliter la respiration, qui va avoir une action légèrement anti-inflammatoire sur les bronches, l'eucalyptol, et en plus, qui va faciliter l'expectoration, donc vraiment pour désencombrer les bronches. Deuxième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de Ravintsara, qui nous vient notamment de Madagascar, qui est une huile essentielle qui va être aussi très intéressante. Cette huile essentielle de Ravintsara, eh bien, on commence à vraiment beaucoup l'utiliser. Alors, c'est pour ça que j'aime autant mettre l'eucalyptus radié en premier, parce que j'ai peur qu'on arrive un peu à piller les réserves de Ravintsara et ça serait un petit peu dommage. Donc, c'est un cinnamomum, un camphrier, mais qui a un chémotype particulier, c'est le chémotype eucalyptol, c'est-à-dire qu'il va avoir une concentration dans ses feuilles, une concentration d'eucalyptol importante. Et c'est une huile essentielle qui va être très intéressante. Et la troisième, c'est le thym. L'huile essentielle de thym la plus facile à utiliser, ça sera le thym qu'on appelle à linalol, qui sera vraiment un thym assez facile, qu'on peut utiliser par voie orale ou qu'on va utiliser comme une des 3, que ce soit eucalyptus radié, Ravintsara ou thym à linalol, deux gouttes sur la face interne des poignets. Et je mets ça 3 fois par semaine le matin pendant la période hivernale. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que mes gouttes d'huile essentielle vont pénétrer dans la microcirculation, elles vont stimuler l'immunité et ce n'est pas la peine de les prendre par voie orale. On en met 2 gouttes, comme je vous dis, tous les 2 ou 3 jours et on fait ça régulièrement. Ça permet de dynamiser un petit peu l'organisme et de stimuler l'immunité. Donc voilà l'immunité et les produits qui pourront aider à stimuler cette immunité. Concernant la gestion du stress, alors avec Laetitia, vous allez voir des choses qui vont être intéressantes par rapport à la gestion du stress. Moi, je vais vous planter un petit peu le décor et je vais vous parler de quelques plantes et huiles essentielles qui pourront être intéressantes pour la stimulation de la gestion du stress, on va dire. Parce qu'il faut savoir déjà que le stress peut nuire au sommeil. Alors, et c'est encore un cercle vicieux, c'est exactement comme le stress et l'inflammation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je suis stressé, je dors mal, je suis stressé. Donc, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Donc, c'est vrai que pour avoir un bon sommeil, déjà, dans un premier temps, il faut limiter le stress. D'autre part, je vous l'ai dit tout à l'heure, le stress peut agir sur les douleurs et l'inflammation. Donc, limiter le stress, ça peut limiter la douleur et l'inflammation. Et notre troisième petite flèche sur la droite, eh bien, on sait que notre cellule a tendance à vieillir, on va dire logiquement que lorsqu'on avance dans l'âge et lorsque notre organisme subit des stress trop intenses, des stress qui peuvent être physiques, mais des stress aussi psychologiques, il y a bien des chances que cette cellule s'oxyde d'une manière trop importante ou trop rapide. Et dans ces cas-là, on parle de stress oxydatif, donc il va falloir limiter ce stress oxydatif en hydratant l'organisme, en apportant dans l'alimentation des antioxydants, comme je vous ai dit, soit des piments, des assaisonnements, etc., des condiments qu'on appelle, et aussi, bien sûr, des légumes et des fruits de couleur. Alors, pour savoir pourquoi notre sommeil peut être perturbé par un stress trop important, je vous ai donné une petite slide avec des courbes, et celle qui m'intéresse, c'est la courbe qui est en noir. Alors, la courbe qui est en noir, on voit qu'elle a tendance à osciller en vague, c'est-à-dire qu'elle va monter très très haut sur les alentours de 9 h le matin, d'accord? Et une fois qu'elle va baisser, vous la suivez bien, elle va baisser sur les coups de 11 h, elle va remonter sur midi,
elle va baisser après 12 heures d'une manière assez importante. Pour chez certaines personnes, elle va baisser encore d'une manière plus importante, d'où la nécessité pour certains de faire la sieste, parce qu'il faut récupérer une micro-sieste de 10 minutes pour essayer de récupérer. Ensuite, ce cortisol va remonter dans l'après-midi et vous voyez qu'à partir de 22 heures, eh bien, ce cortisol va être très très bas, il va être vraiment à ras les pâquerettes. Et c'est là que ce cortisol qui nous a aidés à tenir la journée éveillée et à faire notre activité, eh bien, va descendre. Et là, on va pouvoir s'endormir puisque notre cortisol sera très bas. Et le souci que l'on a chez les gens qui sont trop stressés, eh bien, le cortisol n'arrive pas à descendre comme il le faut. Il reste à un seuil qui va être tout le temps au-delà de la concentration minimale qu'il faut pour bien s'endormir. Et dans ces cas-là, ben, c'est vrai que le sommeil sera très, très dur à trouver. Donc, si on veut avoir un bon sommeil, on doit maîtriser notre taux, ce qu'on appelle de cortisol. Et pour cela, eh bien, il faut limiter notre stress. Le taux de cortisol, alors, le taux de cortisol, il faut en avoir, parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Si on a un taux de cortisol qui est trop effondré, ben, on ne pourra pas vivre vraiment comme il faut. Mais il faut savoir qu'un taux de cortisol qui va être trop élevé, eh bien, on peut avoir une action sur le pancréas, c'est-à-dire au niveau du diabète. Le diabète peut être provoqué par un stress qui va être tout le temps chronique, qui va être tout le temps présent. Il peut agir aussi sur le foie, sur la destruction osseuse. Pourquoi ? Parce qu'il va stimuler la sécrétion des ostéoclastes, c'est-à-dire ceux qui vont détruire les os, mais il ne va pas stimuler les ostéoplastes, c'est-à-dire ceux qui vont fabriquer les os. Donc, vous voyez que trop de cortisol, ça nuit aussi au niveau de la trame osseuse. Nuit au niveau aussi du tissu adipeux, parce que le cortisol, ben, il va vouloir trouver un endroit pour se loger. Souvent, il se loge au niveau de la ceinture abdominale. Donc, on va avoir une ceinture abdominale qui va être peut-être un peu plus riche en cellules graisseuses, parce que le cortisol doit se loger. Donc, attention, il faut gérer son stress. Et bien sûr, notre immunité aussi, notre immunité avec un taux de cortisol très important, eh bien notre immunité peut s'effondrer. Et ça, on le voit dans les sportifs de haut niveau qui ont tendance à s'entraîner énormément. Au bout d'un certain temps, ils vont avoir un stress qui va faire chuter leur immunité. Et là, ils vont choper un petit peu tout ce qui traîne, rhume, bronchite, etc. en fin de saison. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser aussi chez le sportif. La gestion du stress. Alors, allopathie, eh bien, on a les hypnotiques, les benzodiazépines, les antidépresseurs qu'on peut utiliser. Ça, c'est les médicaments. Alimentation, respiration, plantes et huiles essentielles. Voyons déjà l'alimentation. Premier élément, le tryptophane. Le tryptophane, c'est un élément qu'on va avoir dans l'alimentation qui va nous permettre de synthétiser deux hormones qui sont l'hormone du bonheur, la sérotonine, et la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, dans quoi on va trouver ce tryptophane ? Eh bien, on va le trouver dans différents aliments. Et puis là, vous voyez que dans ce panel d'aliments, il y en a deux qu'on voit bien. C'est le chocolat noir et les noisettes qui sont en bas à gauche, c'est-à-dire amandes et noisettes. Ça, ce sont deux belles sources en tryptophane que l'on va consommer de préférence à 17 heures pour avoir un apport de tryptophane qui va nous donner la sérotonine, qui va nous donner la mélatonine pour favoriser l'endormissement. Et tout au long de la journée, ce tryptophane, on peut le trouver dans les œufs, dans les légumineuses, c'est-à-dire petits pois, lentilles, etc., dans les poissons gras, dans les bananes, dans les viandes blanches, dans les féculents, mais complets de préférence, c'est-à-dire pâtes complets et riz complet, et on pourra les trouver aussi dans les produits laitiers. Donc, vous voyez que ça, c'est déjà important et c'est assez original parce que quand est-ce qu'on consommait auparavant du chocolat noir, c'était à 17h, enfin à 16h30 en rentrant de l'école. Eh bien, voilà, c'est déjà une piste en disant est-ce que le chocolat noir, on ne le consommait pas déjà dans l'idée de pouvoir avoir une sécrétion de tryptophane et de pouvoir favoriser l'endormissement. Et la cohérence cardiaque dans tout ça, eh bien, la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration qui nous permet justement d'avoir d'augmenter un peu notre amplitude de variation de rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre rythme cardiaque a tendance à battre en moyenne, on va dire pour certaines personnes, à 65 par minute. Eh bien, 65 par minute, ça veut dire que c'est une moyenne. Mais en fin de compte, lorsqu'on analyse ce rythme cardiaque, on s'aperçoit qu'il a tendance à être à 70 à un moment, tout de suite après, il est à 64, ensuite il monte à 75, il descend à 62, il remonte à 68, etc. Il y a toutes des variations cardiaques qui se font
Et plus cette variation cardiaque est importante, meilleure la santé est, et plus on va lutter contre le stress. Et ça, c'est une technique de respiration qui agit sur ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Alors ça, c'est le système inconscient. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce système neurovégétatif, parce que autant le système volontaire, on va pouvoir dire, bah, tiens, je vais cligner des yeux tant de fois par seconde, je vais me lever, je vais marcher, je vais parler, etc. Mais par contre, si je vous dis de baisser votre rythme cardiaque de 65 à 60 en 10 secondes, personne n'y arrive. Eh bien, la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration qui nous permet justement de pouvoir faire varier notre rythme cardiaque, éventuellement l'atténuer un petit peu et favoriser l'endormissement. Donc, je vous encourage à aller vous rendre sur des sites qui parlent de cohérence cardiaque et qui vous permettent des techniques de respiration qui pourront être intéressantes. Peut-être que Laetitia pourra vous en dire un petit mot. Les plantes médicinales. Eh bien, les plantes médicinales, je commencerai par la valériane. Alors, la valériane, c'est une plante qui est bien documentée. On utilise la racine de valériane qui a une action hypnotique, c'est-à-dire qui permet de faire dormir. Alors, elle agit sur un système GABA qui est au niveau neuronal. Le GABA, qu'est-ce que c'est? C'est une écluse, comme je l'appelle tout le temps, une écluse qui va laisser passer des petits pompiers pour essayer d'éteindre l'activité cérébrale qui est tout le temps en ébullition. Eh bien, ces petits pompiers, lorsque le GABA est trop resserré, il ne passe pas et on a du mal à s'endormir, on a le stress qui est toujours présent. Et qu'est-ce qui va faire ouvrir l'écluse? Ce sont des médicaments comme les benzodiazépines, mais les benzodiazépines, elles ont tendance à avoir une accoutumance et une demi-vie très longue, on a du mal à s'en sevrer, alors que la valériane, des essais ont été faits, ça permet d'ouvrir nos écluses et de faciliter la gestion du stress. D'autres plantes qu'on peut utiliser en tisane, comme passiflore, comme aubépine, qui agissent bien sur le rythme cardiaque, qui est quelque chose qui régule le rythme cardiaque. Mélisse, qui a tendance à faire digérer aussi, donc très intéressante. Verveine ou coquelicot, ça, ce sont des plantes que l'on retrouvera facilement dans les mélanges et qui sont vraiment intéressantes pour limiter le stress. Un petit zoom sur le millepertuis, Hypericum perforatum, qui est l'herbe de la Saint-Jean que l'on retrouve le 21 juin, généralement à son stade de fleurissement le plus beau. C'est une plante qui est bien jaune. Eh bien, cette plante, il faut savoir que dans le syndrome dépressif, c'est la prescription de première intention par les médecins allemands. Elle agit comme les antidépresseurs que l'on connaît, les nouvelles générations, qui s'appellent les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, comme le fameux Prozac éventuellement, bien, on peut le citer, ou fluoxétine. Eh bien, ils vont limiter la recapture de la sérotonine, et cette sérotonine, elle va passer d'un neurone à un autre, de manière à avoir le meilleur état et limiter vraiment ces sauts d'humeur qui vont être très handicapants, qui vont amener à un syndrome dépressif. Donc, vous voyez que le millepertuis, bien dosé, avec un extrait sec de millepertuis intéressant, il peut être très bien utilisé pour les syndromes dépressifs, avec un avis professionnel de la santé, puisque il y a beaucoup d'interactions avec le millepertuis sur certains médicaments, donc il faut vraiment le prendre avec l'avis de son médecin ou de son pharmacien ou de son préparateur. Et je finirai pour la gestion du stress par la gestion du stress grâce aux huiles essentielles. Il faut savoir que les huiles essentielles, on peut les mettre, comme je vous l'ai dit, sur les poignets, 2 gouttes sur la face intérieure des poignets. On les frotte, on frotte les poignets ensemble, et puis comme ça nous permet bien, de pouvoir faire passer nos huiles essentielles dans la circulation pour avoir une action systémique que l'on appelle dans tout l'organisme. On peut utiliser les huiles essentielles d'une manière olfactive, c'est-à-dire que là, on va les sentir. On va mettre le nez sur le flacon, ou alors quand on les aura mis sur la face interne des poignets, eh bien, on peut porter les mains en cornelle et bien les sentir de manière à avoir une action olfactive qui va être intéressante. On les prendra rarement par voie orale. Et puis, la dernière application que l'on peut faire, c'est une application qui est plus sur un carrefour nerveux, c'est-à-dire sur le plexus solaire. C'est le petit point qu'on voit, le petit point jaune sur la slide du petit bonhomme qui est un peu foncé. C'est juste sous le sternum, et ça nous permet justement de faciliter la respiration abdominale. Et surtout, ça va stimuler ce que l'on appelle le parasympathique, qui fait partie de notre système neurovégétatif dont on parlait dans la cohérence cardiaque un peu avant, et qui va nous permettre de limiter le stress. Donc, on peut très bien utiliser des huiles essentielles comme ylang-ylang. Donc, ylang-ylang, c'est une huile essentielle qui est formidable, qui a une belle fragrance, qui est très fleurie, qu'on peut utiliser sur la face interne des poignets, qu'on peut utiliser en olfaction ou sur le sternum, le plexus solaire. On peut utiliser la lavande,
lavande officinale qui est aussi très intéressante. Les lavandes de Haute-Provence, hein, du plateau de Sauce, ce sont des lavandes d'appellation d'origine protégée française, très intéressantes. Une autre huile essentielle qui nous vient surtout du Maroc, c'est le petit grain bigarade. C'est l'oranger amer, on va distiller les feuilles et les petites oranges qui sont vraiment vertes, hein, qui ne sont pas du tout mûres. On va distiller tout ça, on va avoir une huile essentielle qui va être une fragrance intéressante, notamment chez l'adolescent. Elle a la même action que la lavande officinale, mais elle va être plus intéressante chez l'adolescent qui ne vont pas forcément apprécier l'huile essentielle de lavande vraie. Le sapin, alors l'huile sapin, c'est différent, ça va être un tonifiant, c'est-à-dire qu'on peut prendre 2 gouttes d'huile essentielle de sapin pour se stimuler, pour augmenter la sécrétion de cortisol en appliquant l'huile essentielle de sapin au niveau du bas du dos. Ça nous permet de stimuler notre taux de cortisol et nous donner plus de punch. Et je finirai par une huile essentielle qui est gourmande par ses fragrances, c'est l'huile essentielle d'orange. On va presser le zeste de l'orange pour obtenir l'essence d'orange. Et cette orange, elle a 2 indications, bien sûr. On peut la sentir, elle va avoir des coumarines dedans, des principes actifs qui vont nous permettre de nous relaxer. Et surtout, pour les personnes âgées qui stressent lorsque le jour commence à tomber, surtout lorsque c'est très tôt en hiver, eh bien, cette huile essentielle d'orange, on la diffuse ou on la sent sur le flacon et elle va avoir la particularité de rassurer parce que lorsqu'on consomme une orange, lorsqu'on se rappelle de la consommation d'une orange, on est au calme, c'est aussi un symbole de fête, donc cette orange va apaiser des fois les anciens quand les périodes, les nuits, on va dire, sont trop longues ou les soirées trop longues. Voilà, merci à tous pour votre attention. Je crois que je suis pile poil dans les temps et c'est parfait. Je vais laisser la parole à Laetitia et puis eh bien, vous pourrez poser des questions via Corinne sans aucun souci. Je saurai vous répondre. Je vous donne l'adresse d'un petit site sur lequel vous pouvez me poser des questions. Ça s'appelle www.sesoignerparlesplantes.com. Et voilà, et comme ça, hop, voilà, vous l'avez, se soigner par les plantes.com. Et comme ça, vous pouvez m'envoyer des petites questions, il n'y a aucun souci. Je vous laisse avec Laetitia. Merci pour votre attention. Olivier, un grand merci pour une formation très, très pratique. On a beaucoup appris. On s'est mis quelque peu, j'allais dire, en appétit par rapport à l'intervention de Laetitia. Je pense que ça fait tout à fait corps entre ce que vous avez pu décrire sur le plan médicinal ou huile essentielle par rapport, entre autres, à la gestion du stress. Et on va glisser naturellement vers un versant également pratique. Donc, je laisse la parole immédiatement à Laetitia. Merci beaucoup, Olivier. C'est moi qui vous remercie. Merci, Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je m'appelle Laetitia Lebrunner, je suis sophrologue psycho-comportementale. Mon cabinet est installé donc à la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre, et j'ai une spécialisation dans l'accompagnement des enfants et des couples. Je suis aussi donc formatrice professionnelle et praticienne en massage assis et relaxation coréenne. Voilà, donc mon intervention d'aujourd'hui va consister donc à vous donner des outils, notamment en sophrologie psycho-comportementale, pour vous aider à vous soulager, soulager vos douleurs, évacuer le stress, évacuer vos tensions et comprendre vos émotions aussi, afin de mieux les gérer et de mieux les accueillir. Donc, dans un premier temps, la séance de sophrologie va commencer donc par des exercices de relaxation dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par relaxation dynamique? Ce sont des mouvements associés donc à la respiration et à la visualisation. Donc, aujourd'hui, nous allons effectuer donc un exercice de relaxation dynamique qui consiste à évacuer toutes vos tensions, toutes vos émotions négatives, et que vous pouvez pratiquer donc le matin, le soir ou au cours de la journée quand vous ressentez donc cet état émotionnel négatif ou un stress important. Donc chaque séance de sophrologie, qu'elle soit psycho-comportementale ou caïcédienne, débute par des mouvements associés à la respiration et à la visualisation. Puis ensuite, on prend conscience justement de sa respiration.
parce que nous pouvons respirer, avoir une respiration abdominale et complète, mais nous pouvons aussi avoir une respiration plutôt haute et thoracique, voire claviculaire. Donc, ce qui est important, c'est, comme le disait Olivier Tissot, la respiration est très importante et la cohérence cardiaque par rapport à cette respiration et à la gestion de cette respiration, c'est très important de savoir gérer sa respiration et d'avoir une respiration complète. Alors, bien sûr, ça ne s'acquiert pas en une seule séance. Il faut un automatisme, un conditionnement et faire quelques exercices de respiration de manière régulière, 1 à 2 fois par jour, pour se poser, prendre du recul et gérer son stress par rapport à une situation éventuelle. Donc, ma séance va débuter justement donc, par un exercice de relaxation dynamique et ensuite une phase de contraction-relâchement de type Jacobson qui vous permettra de ressentir vos tensions et d'ensuite de les évacuer. Donc, on partira de la tête jusqu'aux pieds pour assurer cette détente. C'est ce qu'on appelle le schéma corporel. Puis, nous avancerons vers une détente mentale par le biais d'une visualisation, ce qui permet de prendre du recul, de voir les choses de manière plus objective, notamment quand on est aidant, on a souvent l'intention de se positionner, de se culpabiliser, de voir l'aider complètement en désarroi. Et justement, cette détente mentale va vous permettre donc justement de visualiser et d'avoir une vision plus objective et de prendre du recul par rapport à la situation qui est actuelle. D'autre part, donc la sophrologie psychocomportementale, donc c'est une boîte à outils, c'est-à-dire que contrairement à la sophrologie calcédienne qui est plus sur une thérapie et un accompagnement long, la sophrologie psychocomportementale est sur une courte durée et elle agit donc sur les troubles du sommeil, sur la gestion du stress, sur la préparation mentale, sur des douleurs physiques et sur la gestion de vos émotions. Voilà. Donc, pour terminer ma présentation, vous avez mes coordonnées. Donc, mon cabinet donc, se trouve à la Charité, comme je vous l'ai précisé. Je reçois donc au cabinet, mais aussi en téléconsultation. Et donc, vous avez mes coordonnées téléphoniques. Voilà. Alors, comme je vous l'ai précisé, donc on va commencer par justement une séance de relaxation dynamique. Donc, je vais vous inviter à vous lever, à vous placer donc debout, les jambes écartées, les pieds écartés de la largeur du bassin, de redresser votre dos, d'abaisser vos épaules, d'aligner votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et vous allez donc inspirer, monter votre bras gauche à l'horizontale, monter votre bras droit à l'horizontale, et vous allez fermer le poing droit et mettre à l'intérieur toutes vos tensions, toutes vos émotions négatives, toutes vos tensions physiques, musculaires, tensions émotionnelles. Vous les mettez à l'intérieur donc de ce point, vous inspirez, vous ramenez votre poing vers votre poitrine, coude en arrière, vous bloquez votre respiration et vous soufflez. Vous revenez, les bras relâchés le long du corps, vous fermez les yeux, vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez les sensations de bien-être dans votre main, dans votre bras, et on recommence. Donc, genoux légèrement fléchis, dos redressé, épaules abaissées, bras le long du corps. Vous levez vos deux bras à l'horizontale. Vous inspirez. Vous mettez dans votre poignet, dans votre main droite, toutes vos tensions, toutes vos émotions négatives, toutes vos pensées négatives. Vous fermez le poing. Vous ramenez votre poing vers votre épaule, coude en arrière. Vous bloquez la respiration et vous soufflez. Vous relâchez toutes les tensions.
Prenez conscience, donc vous fermez les yeux, vous prenez conscience du relâchement de votre bras, de votre main. Vous prenez conscience de votre capacité à vous détendre. Une dernière fois, vous inspirez, vous montez les deux bras à l'horizontale, vous mettez dans votre main droite toutes vos tensions, toutes vos émotions négatives. Vous fermez le poing, vous ramenez votre poing vers votre épaule, coude en arrière, et vous soufflez pour lâcher toutes les tensions. Vous ramenez vos bras, vous relâchez les bras le long du corps, vous reprenez une respiration naturelle, vous accueillez les sensations de relâchement dans votre bras droit. Prenez conscience de votre capacité à vous détendre. Une dernière fois, du côté droit, vous allez monter les bras à l'horizontale, inspirez, vous bloquez, vous ramenez le poing et vous soufflez. Vous relâchez vos bras le long du corps, vous accueillez les sensations de détente, de relâchement de votre bras droit. Prenez conscience de votre capacité à vous détendre. Vous allez faire la même chose du côté gauche. Donc genoux toujours fléchis légèrement, dos redressé, épaules abaissées. Vous alignez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et vous allez lever vos deux bras, vous inspirez et vous mettez donc dans votre bras gauche, poignet, main, toutes vos tensions, toutes vos émotions négatives, toutes vos pensées négatives, toutes les douleurs. Vous fermez le poing, vous inspirez, vous bloquez en ramenant votre poing vers l'épaule et vous soufflez. Vous relâchez les bras le long du corps, vous accueillez les sensations de relâchement dans vos trapèzes, vos épaules, votre main. Une dernière fois, vous inspirez, vous montez les deux bras. Vous fermez le poing gauche. Vous mettez toutes vos tensions, toutes vos pensées négatives, toutes vos émotions négatives. Vous ramenez votre poing vers votre épaule, coude en arrière, et vous lâchez. Vous reprenez une respiration naturelle. Vous accueillez les sensations de détente, de relâchement. Prenez conscience de votre capacité à vous détendre. Maintenant, je vous invite à monter vos deux bras à l'horizontale. Inspirez, ramenez vos deux bras, coude en arrière, bloquez votre respiration et vous soufflez. Vous relâchez vos bras le long du corps. Prenez conscience de votre capacité à vous détendre. Prenez conscience du relâchement de vos bras, de vos épaules, de vos mains. Prenez conscience de votre capacité à lâcher prise. Maintenant, pour la suite de la séance de sophrologie, je vous invite à vous installer confortablement, donc sur un fauteuil ou à même le sol, de prendre conscience des différents appuis de votre corps sur le sol, de prendre conscience de votre tête qui repose naturellement sur le fauteuil, de prendre conscience de vos jambes recouvertes par votre pantalon, de prendre conscience de vos pieds et du contact avec le sol. Je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. C'est un moment pour vous, rien que pour vous, un moment de détente, de bien-être. Je vous invite à prendre 3 respirations. Vous allez inspirer, poser une main sur votre ventre et sentir quand il gonfle et se dégonfle. J'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle. J'expire, je sens mon ventre qui se dégonfle.
J'inspire et j'expire. Je vide tout le réservoir de tension. Une dernière fois, j'inspire et je sens l'air frais qui rentre dans mes narines. J'expire et je sens l'air un peu plus chaud qui sort de ma bouche. Prenez conscience de votre respiration. Accueillez les ressentis, les sensations à l'intérieur de votre corps. À partir de ce moment, tous les bruits extérieurs renforcent votre état de détente. À partir de ce moment, vous pouvez bouger, modifier votre position afin qu'elle soit plus agréable pour vous. À partir de ce moment, je vais effectuer des visualisations, des suggestions. Vous pouvez les adapter, les modifier à votre système de référence. Je vais effectuer ce qu'on appelle la contraction-relâchement. Donc, je vais vous inviter tout d'abord à contracter votre front en levant vos sourcils. Vous allez contracter au maximum, sentir les tensions à l'intérieur de votre crâne, sur votre front, et vous soufflez et vous relâchez. Vous accueillez la détente dans le haut de votre crâne. Je vais ensuite vous demander de plisser vos yeux. Vous allez plisser vos yeux au maximum, vous serrez au maximum et vous relâchez. Vous accueillez la détente, le bien-être. Je vais vous inviter à serrer vos dents. Vous serrez au maximum et vous relâchez. Vous sentez la détente qui s'installe dans votre bouche, votre mâchoire. Votre langue se dépose naturellement, tranquillement dans votre bouche. Maintenant, je vais vous demander de contracter tout votre visage. Vous contractez votre front, vos yeux, vos mâchoires. Contractez au maximum. Vous pouvez sentir quelques fourmillements, une sensation de chaleur ou de fraîcheur. Et vous relâchez. Vous accueillez les sensations de détente. Vous mémorisez cette détente qui s'installe sur votre visage. Maintenant, je vous invite à fermer le poing de votre bras droit, à contracter votre poing, votre bras, votre avant-bras. Vous contractez au maximum et vous relâchez. Vous accueillez la détente qui s'installe tranquillement, petit à petit. Une deuxième fois, vous contractez votre bras droit, votre avant-bras, votre main, et vous relâchez. Vous pouvez sentir la détente parcourir vos doigts, votre main, votre poignet et votre bras. Une dernière fois, vous contractez au maximum et vous relâchez. Vous sentez toutes les tensions s'envoler, la détente s'installe. Mémorisez cet état de détente. Maintenant, je vous invite à serrer le poing et à ramener votre poing vers votre épaule droite, à contracter votre biceps. Vous contractez, vous sentez toutes les tensions à l'intérieur de votre bras et vous relâchez. Vous sentez la détente qui s'installe. Mémorisez cet état de détente. Vous pouvez inspirer et souffler pour diffuser la détente en vous.
Maintenant, je vous invite à explorer votre état de tension du côté gauche. Vous allez serrer le poing gauche, votre main gauche. Vous serrez au maximum, vous contractez, vous sentez toutes les tensions et vous relâchez. Vous sentez les tensions qui s'en vont petit à petit. Vous pouvez sentir un peu de chaleur ou de fraîcheur et c'est bon pour vous. On contracte une deuxième fois, vous contractez au maximum, vous sentez les tensions qui s'en vont petit à petit et vous relâchez au maximum. Une dernière fois, vous contractez votre poing, votre bras et vous relâchez. Vous sentez vos doigts, le bout de vos doigts qui se détendent, qui se déposent naturellement sur le fauteuil. Vous êtes bien, calme et détendu. Maintenant, je vous invite à ramener votre poing gauche vers votre épaule, de contracter votre biceps, vous contractez au maximum et vous relâchez. Vous sentez toutes les tensions qui s'en vont, qui disparaissent. Vous ressentez peut-être un peu de fourmillement, de chaleur ou de fraîcheur. Vous êtes bien, calme et détendu. Je vous invite une deuxième fois à contracter votre biceps, votre poing, et à relâcher. Et une dernière fois, avec une grande inspiration, vous soufflez, vous videz ce réservoir de tension. Maintenant, je vous invite à ramener vos épaules proches de vos oreilles. Vous allez monter vos épaules au maximum, comme pour toucher vos oreilles. Vous allez contracter au maximum et relâcher. Vous allez contracter votre abdomen tout en n'oubliant pas de respirer. Je contracte mon abdomen, je respire et je souffle. Je sens le ventre se détendre, qui s'étale. Tout se dénoue. Ma boule au ventre disparaît. Mon nœud au ventre disparaît. Je recommence une deuxième fois. Je contracte mon abdomen et je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je contracte mon abdomen et je relâche. Maintenant, j'ai contracté. Je contracte le haut de mon corps, tout le haut de mon corps, visage, épaules, bras et abdomen. Je contracte et je relâche. Maintenant, je vous invite à contracter vos pieds, à porter toute votre attention sur vos pieds, à contracter vos orteils comme des griffes. Vous allez contracter jusqu'en haut de votre cuisse et vous allez relâcher. Vous sentez toutes les tensions qui s'évacuent entre vos orteils, toute la détente qui s'installe. Une deuxième fois, vous contractez au maximum vos deux pieds comme des griffes. Contractez et vous relâchez. Vous sentez la détente qui s'installe dans vos pieds, dans votre talon qui touche le sol naturellement. Et une dernière fois, vous contractez vos pieds comme des griffes et vous relâchez. Vous sentez la détente qui s'installe dans vos pieds, dans vos cuisses. Maintenant, vous allez contracter vos fessiers. Vous contractez vos fessiers au maximum et vous relâchez. Vous sentez qu'ils se déposent naturellement sur le fauteuil. Tout se détend. Tout devient lent, calme et détendu. Une deuxième fois, vous allez contracter vos cuisses en abaissant vos genoux et en levant vos pieds. Vous allez contracter vos cuisses, vos jambes au maximum. Vous sentez les tensions qui s'en vont petit à petit et vous relâchez. Une dernière fois, vous contractez vos fessiers, vos jambes
vos pieds et vous relâchez. Je vous invite à mémoriser cette détente par 3 inspirations profondes. Je souffle, je diffuse en moi cette détente, ce calme. Toutes les tensions disparaissent. Je suis bien, calme et détendu. J'inspire et je souffle. La détente s'installe petit à petit en moi. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. Je diffuse en moi toute cette détente. Maintenant, je vous invite à visualiser une montgolfière, un prêt. Cette montgolfière est dégonflée et la nacelle est posée à côté. Vous allez imaginer que vous avez le pouvoir de gonfler cette montgolfière. Vous allez inspirer et vous gonflez cette montgolfière pleine de couleurs. Une deuxième fois. Je souffle et je gonfle cette montgolfière. Une troisième fois. Je gonfle cette montgolfière. Vous avez le contact de vos pieds avec l'herbe fraîche. Vous pouvez sentir des odeurs de fraîcheur qui vous calment et vous apaisent. Vous allez monter dans cette montgolfière. Vous montez dans cette montgolfière et vous apercevez 3 petits sacs. Le premier petit sac correspond à vos tensions musculaires. Vous allez prendre ce petit sac, mettre toutes vos tensions musculaires, contracter votre bras, inspirez et soufflez. Vous allez jeter par-dessus bord ce petit sac. Le deuxième petit sac correspond à vos tensions émotionnelles. Vous allez inspirer, souffler et jeter par-dessus bord ce petit sac. Troisième petit sac correspond à vos pensées mentales. Vous allez inspirer et vous jetez par-dessus bord ce petit sac. Vous sentez la montgolfière qui commence à s'élever. Vous apercevez le pré, les bosquets, les haies, la cime des arbres. Vous montez petit à petit. Vous pouvez ressentir la fraîcheur agréable sur votre visage ou le soleil qui reflète sur votre visage et votre corps, qui vous réchauffe calmement, naturellement. Vous observez le paysage, les monts enneigés, les routes, les randonneurs, les clochers. Vous êtes bien, calme et détendu. Les routes deviennent des traits au fur et à mesure de votre ascension. Vous observez les voitures qui deviennent des points. Plus aucun bruit vous entoure, vous êtes calme et détendu. Et d'un seul coup, vous observez dans le ciel, une bulle se forme, une belle bulle. Et vous avez le pouvoir de rentrer dans cette bulle. Vous rentrez dans cette bulle et elle se referme derrière vous. Vous sentez cette bulle. Vous êtes bien calme et détendu. C'est votre bulle de protection, de sérénité. Elle a peut-être des couleurs. Elle est peut-être opaque, solide ou souple. Elle est peut-être fumée, peut-être transparente. Vous pouvez accueillir des personnes dans cette bulle, des personnes que vous appréciez, que vous aimez. Vous pouvez intégrer des objets, des fleurs, des couleurs, des odeurs agréables, l'odeur de la nature, l'odeur d'une bougie parfumée ou l'odeur d'un parfum que vous aimez porter. Je vous invite à inspirer et à ancrer en vous cette bulle de protection, de bien-être, de détente.
J'inspire et je souffle. Je diffuse le bien-être et cette bulle autour de moi. Je sais qu'elle m'apporte toute la sérénité intérieure dont j'ai besoin, le calme et le réconfort. J'inspire une deuxième fois et j'ancre ce bien-être en moi et je souffle pour le diffuser. Et une troisième fois, je mémorise cette bulle que je pourrais retrouver à tout moment, dans n'importe quelle situation. Je peux me réfugier dans cette bulle qui m'apporte sécurité, sérénité et bien-être. Maintenant, je vous invite à revenir parmi nous, à vous étirer comme après une bonne nuit de sommeil, à bouger les jambes, les pieds et à ouvrir les yeux quand vous le souhaitez. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté tout le bien-être, une détente physique, une détente mentale. Et je reste à votre disposition pour toute question ou accompagnement ultérieur. Très belle journée à vous tous. Merci beaucoup, Laetitia. De rien. Les exercices nous ont fait certainement du bien à toutes et à tous. Alors effectivement, pour revenir dans le cadre de cette webconférence, sachez que vous pourrez déjà avoir accès au replay de cette webconférence, que je vous laisse à nouveau les coordonnées de Corinne Maxel qui pourra relayer tant vers Laetitia que vers Olivier, qui ont été nos deux intervenants. Donc l'adresse, je vous la répète, c'est corinne.maxel@bfc.mutualite.fr. Vous aviez dans le fil de conversation les coordonnées que vous avez laissées Laetitia. Nous serons à votre disposition, bien évidemment, pour vous les transmettre. Et je précise à nouveau l'accès à cet espace conversationnel qui est notre outil Mika, que vous pouvez donc retrouver sur le site www.mika-aidant.fr. Autant d'outils qui sont vraiment à votre disposition pour à la fois, j'allais dire, on en a eu, je veux dire, une expérience avec Laetitia, pouvoir prendre des moments vraiment de relaxation, de prendre du temps pour soi. L'outil Mika peut également vous apporter tout ce qui est renseignement qui puisse vous être utile en tant que proche aidant. Donc voilà, tout un panel en tout cas très pratique d'exercices mis à votre disposition. Olivier a largement, comment dirais-je, abordé le champ de l'immunité, du stress. Donc là, il y a aussi le site à votre disposition, Se soigner par les plantes. Nous espérons en tout cas tous les trois que ces exercices, ces présentations vous ont été utiles. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et à se retrouver justement dans les meilleures conditions possibles. Donc, il est encore un peu tôt, mais moi, je tiens à vous souhaiter quand même de très belles fêtes de fin d'année, avec malgré tout un message. Alors, je ne sais pas si le malgré n'est pas un peu de trop, mais avec ce message de prévention, faites toujours attention, je veux dire, quant au respect des gestes barrières pour passer ensemble les plus belles fêtes de fin d'année possibles. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à vous. Merci.